Bonjour, bonjour aux téléspectateurs. Merci à vous. Aujourd'hui, toujours dans la 4e circonscription pour les élections législatives. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Blanquer. Monsieur Blanquer qui se présente sur la 4e circonscription du Loiret. Bonjour Monsieur Blanquer. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors je suis au départ un professeur, je suis professeur de droit. J'ai beaucoup travaillé à l'international pendant la première partie de ma vie, notamment en Amérique latine, où j'ai vécu en Colombie par exemple, beaucoup travaillé au Mexique aussi, et aux États-Unis. Et puis à un moment donné, je suis devenu professeur de droit à l'université. Et puis je suis devenu recteur de Guyane, donc je me suis occupé de l'éducation nationale en Guyane. Puis à Créteil, donc dans toute la partie est de la région parisienne, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne. Et puis ensuite, j'ai été directeur général de l'enseignement scolaire. Puis j'ai été, à un moment donné, directeur de l'ESSEC, la grande école de commerce. Et puis j'ai écrit des livres sur l'éducation que Emmanuel Macron a lus et qui m'a donc demandé de l'aider pour son programme en 2017. Et il m'a nommé ministre de l'Éducation nationale, ce que j'ai été ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports jusqu'à 2022. D'accord. Et aujourd'hui, pourquoi la 4e circonscription du Loiret? Parce que je pense qu'elle est très significative de la France. D'abord, on est dans la région centre, et donc on est au cœur de la France, avec une magnifique histoire, un magnifique patrimoine historique et géographique, et puis des forces et des problèmes qui sont typiques des forces et des problèmes de la France. De la force parce qu'il y a toute une richesse humaine déjà, il y a aussi un tissu agricole, un tissu industriel, une capacité à avoir des services, une bonne liaison avec Paris, 3 autoroutes, le chemin de fer, beaucoup d'atouts. Mais en même temps, il y a des limites, des faiblesses. Il y a toute une partie rurale qui se sent abandonnée, qui pense qu'elle est complètement à la périphérie de tout. Des quartiers où la vie est parfois difficile aussi, où on se sent aussi abandonné, faute de perspectives, peut-être de formation et d'emploi, et tout simplement de définition de ce que peut être une bonne qualité de vie. Et donc les choses sont trop cloisonnées. Il faut qu'on réussisse à avoir des projets qui tout simplement soient au bénéfice de tous et permettent une vie de fraternité dans ce territoire. D'accord. Et M. Jean-Pierre Door, que vous voulez succéder, si vous êtes élu bien sûr, est-ce que vous connaissez, vous avez vu un peu son parcours dans la circonscription et son implication surtout dans les quartiers prioritaires? Oui, bien sûr, j'ai vu ce qu'il a fait. Je connais Jean-Pierre Door puisqu'il est député depuis longtemps et que donc en tant que ministre, j'ai eu l'occasion de le côtoyer. J'ai vu aussi son travail, y compris lorsqu'il a été maire, de rénovation ici, et le travail fait avec les quartiers, bien sûr. Cette circonscription a comme caractéristique d'avoir eu seulement 2 députés en 60 ans. Xavier Degnaud pendant 40 ans, Jean-Pierre Door pendant 20 ans. Donc là, puisque Jean-Pierre Door arrête, une nouvelle page s'ouvre, et ça me semble important que le député de cette circonscription appartienne à la majorité présidentielle pour voter les futures lois qui changeront la donne, qui par exemple amélioreront le pouvoir d'achat, mais aussi pour mieux aider le territoire qui depuis 10 ans était dans l'opposition, et ça n'a pas toujours été très utile pour faire monter les projets. Très bien, on va parler au niveau de la santé, ça je pense que vous l'avez constaté. Je dis que je vais juste vous poser la question à l'Assemblée aujourd'hui, si vous êtes élu, vous allez être dans quelle commission? Alors ça n'est pas défini, ça se définira quand j'y serai. C'est probable que je sois dans la commission des lois, puisque je suis un professeur de droit, que les questions constitutionnelles m'importent, et qu'au travers de la commission des lois, vous voyez un peu toute l'activité législative. Donc c'est très probable que j'aille dans la commission des lois, mais ça n'est pas certain. D'accord. Et la santé aujourd'hui, un vrai problème dans notre circonscription. Manque de médecins traitants, on parle de désert médical, l'hôpital de Montargis manque de soignants, d'infirmières, médecins, et beaucoup. Qu'est-ce que vous avez prévu dans votre programme justement pour le... Vous avez raison d'en parler en premier, parce que c'est le premier problème dont parle tout le monde, à la ville comme à la campagne, encore plus à la campagne d'ailleurs, puisqu'il y a un manque de médecins en milieu rural terrible dans cette partie de France, qui est l'Est du Loiret, mais ce serait vrai aussi dans d'autres parties de la France. On a un gros problème structurel parce que depuis plusieurs décennies, il n'y a pas eu assez de création de postes de médecins, pas assez d'incitation aussi pour aller vers les milieux ruraux, et ce gouvernement a commencé à apporter de premières solutions depuis 5 ans, notamment en élargissant le numerus clausus, donc le nombre d'étudiants en médecine, mais tout ceci prend du temps. Il y a une mesure très importante
localement qui a été prise sous le gouvernement auquel j'appartenais il y a quelques mois, c'est celle de créer un CHU, donc un centre hospitalo-universitaire à Orléans, qui aura un impact très positif sur Montargis et tout le Montargois au cours des prochaines années. Mais ça va prendre du temps, puisque ça signifie que il y aura plus d'étudiants dès la rentrée prochaine en médecine à Orléans. Ça peut intéresser aussi des jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de devenir médecins, pourront étudier à Orléans. Et ensuite, beaucoup feront leur stage au CHAM, ici à Montargis. Et ensuite, certains d'entre eux pourront avoir la vocation d'aller sur l'aire montargoise. Évidemment, ces solutions-là sont de moyen terme. Il va falloir les pousser au maximum, parce que c'est ça le plus important, pour que d'ici 4 à 5 ans, et on commence à avoir des premiers effets positifs. Dans l'immédiat, il y a des mesures d'urgence à prendre, que d'ailleurs le gouvernement va prendre pour toute la France, et puis des mesures d'attractivité spécifiques pour le Loiret, comme certaines collectivités ont commencé à le faire, et qu'il faudra probablement accentuer dans le futur pour inciter des jeunes médecins à s'installer ici. Eh bien, on va parler maintenant, comme vous avez vu aussi, ce qui se passe à Montargis, au centre-ville, les commerçants. Les commerçants se plaignent beaucoup. Quels sont les projets futurs que vous avez à les proposer pour développer justement le commerce, qu'ils puissent vivre de leur travail? Vous savez, tout fait système. Finalement, si je devais résumer ce que je ferais comme député pour le territoire, c'est l'attractivité du territoire. Tout fait système parce que dans votre question précédente, c'était les médecins. Il faut être attractif pour les médecins. Si vous êtes un jeune médecin, vous allez avoir envie de vous installer à Montargis, à Amilly, à Chalette ou dans l'une des communes du Montargois, parce que vous avez une qualité de vie qui vous attend, des commerces, des activités culturelles, sportives. Donc tout fait système. Et le commerce est à l'arrivée de tout ça, parce que, par exemple, le samedi, on voit quand même un peu de monde dans la rue Dorée à Montargis, parce qu'il y a quand même justement des beaux commerces, de l'attractivité, mais il faudrait que cette vitalité, on la voit plus tous les jours et toute l'année. Et donc, il faut donner d'abord un coup de projecteur sur Montargis, c'est une question d'image. C'est ce que j'ai commencé à faire en me présentant ici. Ça ne vous a pas échappé on parle beaucoup de Montargis depuis cette candidature, et tant mieux, parce que je ne passe mon temps à dire dans les médias nationaux que Montargis est magnifique, que l'ensemble du Montargois est magnifique, et que ça vaut le coup de venir ici. On est à 1h15 de Paris, les atouts sont considérables, je parlais de la connexion par l'autoroute tout à l'heure ou par la SNCF, tout ceci signifie que, en réalité, le potentiel de ce territoire est considérable. Je crois à la possibilité d'un futur boom économique et commercial ici, en améliorant les services et en améliorant aussi l'image, ce qui est tout à fait à notre portée. D'accord. Et maintenant, on va parler justement les quartiers prioritaires de l'agglomération. C'est quoi les projets? Est-ce que vous connaissez déjà les quartiers? Oui, j'ai commencé à aller à la rencontre des habitants. J'ai tracté, j'ai fait un peu de porte-à-porte à Chalette en particulier, donc à Kennedy, à Vézines aussi, à la Chaussée. Et d'ailleurs, la rencontre avec les habitants, ou au marché de Chalette, évidemment. Et ce qui a permis d'avoir déjà de premières discussions sur les problèmes rencontrés par les uns et les autres. On m'a parlé de santé, on m'a parlé d'activités économiques, y compris sur le marché de Chalette d'ailleurs. On m'a parlé aussi de sécurité, on m'a parlé de la drogue, on m'a parlé aussi de l'emploi tout simplement. On m'a parlé du sport et de la culture. Et sur tous ces sujets, nous pouvons faire beaucoup dans les temps qui viennent avec les habitants des quartiers. Vous savez, en tant que ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports aussi d'ailleurs, j'ai eu à m'occuper beaucoup de ces questions-là, notamment une des mesures phares que j'ai pu prendre, c'était le dédoublement des classes en grande section de maternelle, en CP et en CE1, dans les réseaux d'éducation prioritaire. Ça a bénéficié à certains élèves, je pense que certaines familles qui nous écoutent ont connu ça, pour améliorer le niveau des élèves dans le moment le plus important de la vie, c'est-à-dire le départ, le début de la vie, quand on commence à apprendre des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui. Et donc j'ai une sensibilité particulière pour qu'on soit dans des logiques constructives, dans des logiques positives, dans des logiques d'ouverture, et d'ouverture de tous les possibles, pour tout le monde en réalité, et donc pour les habitants des quartiers défavorisés, comme pour tout le reste de la population. D'accord. Et aujourd'hui, la réalité de nos quartiers, je pense que vous les savez bien, vous les connaissez parce que vous me dites que vous êtes en train de discuter un peu avec eux, faire un tour, aller voir leurs problèmes. Les quartiers prioritaires, vous savez très bien que la réalité est catastrophique. Les logements insalubres, taux de chômage
très élevé, point supérieur à la moyenne nationale, absence des services de l'État, etc. Comment vous comptez améliorer ça? Je pense qu'il faut prendre le problème par plusieurs angles. D'abord, il faut ouvrir des perspectives à la jeunesse. C'est le premier point. Et la jeunesse sera ma priorité. D'ailleurs, dans ma vidéo de campagne que je vous donnerai, que vous diffuserez peut-être, je résume un petit peu ces points-là. C'est-à-dire, ouvrir des perspectives, c'est d'abord et avant tout l'éducation et la formation. Pour les petits, pour les plus grands, avec l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, mais aussi avec les perspectives de formation pour les jeunes et les adultes, donc des créations de BTS dans les temps qui viennent, des créations de formations ad hoc pour tous les emplois qui sont à pourvoir. Parce que le paradoxe de notre situation, c'est qu'aujourd'hui, il y a de l'emploi à pourvoir. J'en parle par exemple avec des agriculteurs ou des industriels des alentours, et pas toujours les personnes pour pourvoir ces emplois. Donc il y a des perspectives à ouvrir à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, on peut être entrepreneur, on peut travailler à de magnifiques postes dans l'agriculture ou dans l'industrie, on peut s'épanouir. Les perspectives existent, donc il faut qu'on fasse rencontrer les opportunités et les personnes. Ça passe par la formation. Le projet phare dans ce que j'expose actuellement dans mon programme législatif, c'est de créer à la caserne Gudin un véritable projet d'enseignement supérieur de haut niveau pour permettre des BTS, des classes prépa, des DUT, probablement une école de management dans le futur aussi, de façon à avoir des projets qui naissent dans cet ensemble de formation et qui ensuite soient au profit du territoire, que ce soit les quartiers ou que ce soit les aires rurales. Concrètement, ça veut dire que les étudiants pourront aussi être beaucoup dans des formes d'apprentissage, donc études et travail en entreprise, et que tout ceci se fera au bénéfice, par exemple, de l'activité commerciale au centre des villages. Pourquoi pas créer une épicerie, une boulangerie dans tel village, parce que dans le complexe universitaire que l'on aura créé, eh bien, il y aura tout le support technique pour savoir faire ça. Et puis, s'agissant des problèmes des quartiers que vous évoquez, par exemple les logements insalubres, eh bien, donner un élan à tout ce qui est entreprise du bâtiment, qui souvent sont pas assez nombreuses, manquent de main-d'œuvre, et ont besoin non seulement d'être parfois appuyées et accompagnées, mais surtout qu'elles aient de la main-d'œuvre qualifiée, ce qui est aussi une perspective de travail qu'on peut ouvrir. Donc on peut sortir d'un cercle vicieux du pessimisme et aller vers un cercle vertueux de l'optimisme qui est comment par la formation, l'emploi et l'emploi qui résout les problèmes. Parce que les emplois, c'est dans l'éducation justement, dans la santé, dans l'environnement, dans la transformation de tout ce qui nous touche, dans la culture, dans le sport, dans l'industrie, dans l'agriculture qui nous nourrit, dans les services aux autres. Tout ceci, nous avons finalement tous les moyens pour le faire, parce que nous avons les êtres humains. Encore faut-il avoir la bonne canalisation de l'énergie de nous tous, et je pense que c'est possible à l'échelle de notre territoire. Très bien, merci. Au niveau des candidats que vous avez en face, qu'en pensez-vous d'eux? Depuis le début, je parle peu des candidats en face, parce que ce qui me paraît important, c'est que chaque candidat avance ses projets de manière constructive et positive. Ça ne m'a pas échappé que certains candidats m'attaquaient beaucoup, mais je pense que c'est pas très intéressant en réalité. On peut tous dire du mal d'autrui, c'est vrai dans la vie de chacun, on connaît ça. C'est pas trop ce qui m'intéresse. Donc je trouve que c'est une grande chance de vivre dans une démocratie. Je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, il faut voter. Regardons le monde tel qu'il est. C'est une chance de vivre en France, une chance d'avoir un système démocratique, une chance de pouvoir choisir. Et il faut que le choix, tant qu'à faire, se fasse entre des candidats qui proposent quelque chose, plutôt que des candidats qui, d'une certaine façon, imitent toutes ces polémiques un peu inutiles qu'on voit à la télévision. C'est important qu'on propose des choses différentes, donc on a de vrais projets différents, c'est clair, mais qu'on le fasse dans le respect des uns et des autres. Et voilà, il y a 10 candidats dans cette circonscription, et bien c'est le signe d'une forme de vitalité démocratique. Et je demande à chacun de lire les programmes et de comparer. Pour ma part, en plus, je me présente pour la majorité présidentielle, c'est-à-dire pour que pendant les 5 ans à venir, il y ait quelque chose de cohérent qui se passe dans la suite de l'élection du président de la République. D'accord. Et si je parle de ça, bien sûr, parce que je vois que vous arrivez, on entend souvent parler de parachutage. Comment vous réagissez sur ça? Vous savez, l'important n'est pas d'être né dans l'endroit où vous vous présentez. L'important, c'est ce que vous apportez. Mais c'est pas vrai seulement de moi, c'est vrai de chacun d'entre nous. Le sujet n'est pas d'être né là. Le sujet, c'est qu'est-ce que vous apportez
là où vous êtes. Et donc la bonne question, c'est est-ce que j'apporte quelque chose en me présentant ici? J'affirme que oui. On peut évidemment argumenter. J'affirme que oui parce que j'ai un projet, comme ce que je vous ai exposé avant. Il y a des choses à faire, il y a un esprit à insuffler. Et voilà, j'observe que ceux qui parlent de parachutage eux-mêmes, parfois sont arrivés il y a 2 ans. Enfin, donc, il y a quelque chose d'un peu absurde dans ce débat. Et l'important, c'est plutôt de répondre à la question, qu'est-ce que vous apportez? On peut souligner aussi tout de même un certain courage que vous avez, bien sûr. Vous vous présentez sur une circo où le mouvement des Gilets jaunes a été fort. Marine Le Pen a fait un gros score. Pourquoi avoir choisi cette circo avec tous ces dangers? Les dangers que vous venez de mentionner, enfin les risques, les problèmes que vous venez de mentionner, font partie des raisons pour lesquelles je suis là, bien sûr. Jusque-là, je vous ai parlé des raisons économiques et sociales, comment aider le territoire à se développer. Maintenant, d'un point de vue strictement politique, le but, c'est en effet que ce territoire fasse partie de la majorité présidentielle, plutôt que d'être tenté par la dimension protestataire de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. C'est toujours très facile d'appuyer sur les problèmes. Moi, je peux passer 1 heure à appuyer sur les problèmes, à mettre les gens les uns contre les autres. Je préfère contribuer à ce que des solutions soient trouvées les uns avec les autres. Et donc, c'est clairement l'identité politique du mouvement auquel j'appartiens, de ce que je présente, de la raison pour laquelle aussi j'ai adhéré au projet d'Emmanuel Macron en 2017. Et donc, et aujourd'hui, c'est ce que je propose de nouveau. Donc oui, ce territoire a été caractérisé par un vote majoritaire pour Marine Le Pen. Et je pense qu'une des choses que je peux apporter, c'est de faire en sorte qu'à l'élection législative, ça ne se traduise pas par un député Rassemblement National, mais par un député de la majorité présidentielle, qui aura pour but que tout le monde vive bien sur ce territoire, de n'oublier personne, et quelles que soient les opinions politiques. Et je vais m'intéresser à tout le monde, y compris ceux qui se sentent abandonnés, et qui, à cause de ça, votent pour l'extrême droite, notamment en milieu rural, ou à l'extrême gauche, notamment parfois en milieu urbain, et pour arriver à quelque chose de plus constructif. On est bien d'accord qu'on a tous constaté quand même au niveau de l'abstention, c'est-à-dire les Français aujourd'hui ne font plus confiance aux politiques. Est-ce que vous, dans votre programme, vous êtes prêts à faire tout pour que aujourd'hui redonner confiance aux Français? Oui, bien sûr, c'est pour moi fondamental. Vous savez, c'est trop facile de dire je ne crois pas à la politique. De toute façon, si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéresse à vous. C'est vrai à l'échelle nationale, où il y a par définition une vie collective qu'il faut régler par la politique, c'est ça la politique. Mais même dans la vie internationale, vous pouvez vous en moquer, mais un jour vous avez la Russie qui envahit l'Ukraine. C'est de la politique. Et vous ne pouvez pas faire vivre comme Robinson Crusoe par rapport à ça. Donc il faut évidemment s'intéresser à la politique, participer, être un citoyen, toujours dans le respect de l'autre et toujours dans la volonté d'apporter quelque chose. C'est ça la politique. Et je pense que ça peut passionner les jeunes. Il faut pour cela les rendre plus participants, leur montrer que c'est possible. Et c'est ce que je m'efforcerai de faire si je suis député, une fois élu, pour continuer à la rencontre des uns des autres, et puis favoriser l'activité associative, le genre de choses que vous faites, c'est-à-dire l'expression publique, c'est très important. Vous savez, on est dans un monde beaucoup trop individualiste, beaucoup trop cloisonné. Chacun vit dans son couloir, devant les écrans. Ça crée beaucoup d'énervement, des mouvements parfois de protestation qui sont de la colère pure. Là où ce dont nous avons besoin, c'est surtout d'être beaucoup plus liés les uns aux autres et d'avoir des solutions collectives. Vous savez, le député tout seul n'est rien d'ailleurs. Le député, sa force, c'est de travailler avec les autres. Travailler par exemple avec les élus. Demain, si je suis moi-même député, je travaillerai avec les élus locaux, quel que soit leur bord politique, et avec tous les citoyens qui ont envie d'améliorer les choses autour d'eux. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure des commerces dans nos villages. C'est fondamental d'aider les maires à ces rénovations de centres-bourgs qu'ils opèrent. Et on a parlé des jeunes, c'est fondamental de leur donner des perspectives. Et c'est possible. D'accord. Donc vous êtes prêt à être près de la population et faire tout pour qu'ils gagnent confiance au niveau des politiques. Je ferai des permanences régulières avec mon suppléant, Christophe Bouquet. Et surtout, j'espère créer tout un travail collectif avec le monde associatif en particulier, de façon à contribuer à ce qu'il y ait de l'innovation sociale ici, à ce qu'il y ait sans arrêt plus de projets, plus de dynamique. On parlait tout à l'heure de la dynamique commerciale, il faut aussi qu'il y ait de la dynamique associative, c'est-à-dire, encore une fois, tout ce qui fait du collectif, et puis ce qui fait tout simplement du bonheur, de la qualité de vie entre nous tous.
Tout à fait. Et maintenant, vous êtes un candidat comme tous les candidats. Si vous arrivez troisième, appelez-vous à voter pour le candidat du NIP ou du RN, où vous demandez à vos électeurs de s'abstenir. Serez-vous prêt à appeler vos électeurs à un vote républicain contre le Front National? Alors, c'est typiquement le genre de questions auxquelles je ne réponds pas, parce que je ne me mets pas dans la position de ne pas réussir le défi que je me suis fixé. Bon, le défi que je me suis fixé, c'est de réussir à être évidemment au deuxième tour. Le sondage qu'il y a eu montre que c'est tout à fait la perspective possible. Et donc aujourd'hui, je ne me mets pas dans ce genre de prospective qui ensuite oblige tout le monde à faire des calculs dans tous les sens. Donc moi, mon but, c'est d'être en tête dès le premier tour, dans le pire des cas, deuxième, mais en tout cas d'être, si possible, en tête dès le premier tour, et ensuite, évidemment, de gagner au deuxième tour. Alors peut-être face au Rassemblement national, puisque c'est ce que un sondage semble indiquer, mais on verra bien. Mais en attendant, je suis concentré pour avoir le meilleur score au premier tour, et c'est ça qui me semble le plus important. D'accord. Mot de la fin, qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs qui nous regardent? La fraternité, le fait que nous devons aujourd'hui avoir plus d'optimisme. Il y a toujours des périls dans notre vie collective, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Aujourd'hui, c'est le sujet du pouvoir d'achat, lui-même lié beaucoup à la question internationale, avec le prix du pétrole en particulier qui monte, le blé qui peut créer des famines à cause notamment de la guerre en Ukraine. Ces sujets sont des sujets graves. Pour autant, c'est en retroussant ses manches, en étant des hommes et des femmes de bonne volonté, voulant construire, que l'on peut réussir à affronter toutes ces difficultés. Et je crois que c'est possible et qu'on peut le démontrer à cette échelle. Merci. Aujourd'hui, toujours sur TMBL, Télé Montargis, Val-de-Loire. On est aujourd'hui, je vous le rappelle bien, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, tiens, je vais profiter à vous demander pour votre successeur, qui est M. Diaye. Vous le connaissiez avant? Oui, je le connaissais. On s'était déjà vu et parlé. Alors, je me suis fixé de ne pas parler de ça pour tout simplement laisser l'action se dérouler, mais je le connaissais, oui, tout à fait. Très bien. Et qu'en pensez-vous de lui aujourd'hui? Parce que c'est quelqu'un de tout à fait respectable, mais c'est maintenant, il faut le laisser agir sans l'assommer de commentaires. Tout à fait. En tout cas, merci M. Blanquer, et on vous souhaite bonne chance pour les premiers tours qui se déroulent le 12. Franchement, merci d'avoir accepté notre invitation et bonne chance encore. Merci à vous. Merci.